Bonjour à tous. Après les webinaires 1 consacrés à l'enseignement des premiers, deuxième et troisième cycles, l'enseignement initial, le webinaire 2 consacré à la formation continue, le DPC, la qualité, l'accréditation, tout ça aboutissant à la recertification périodique qui prendra place en 2023. Et bien après ces deux premiers webinaires, le dernier webinaire s'intéressera à la mise en pratique territoriale de ces compétences en explorant la structuration territoriale de l'offre de soins radiologiques. Le territoire s'étendant au-delà de l'agglomération, mais n'étant pas la région. C'est vraiment notre territoire de travail. Donc, nous avons 5 intervenants ce soir et je vais tout de suite passer la parole à Pascal Sellier, qui représente les patients et qui va lancer ce webinaire. Bonjour, je vais poser la première question à René Mazard, qui est à la fois patient et qui a été et encore représentant des patients dans différentes structures. Savoir que pour lui, la structuration territoriale de l'offre de soins en radiologie lui convient-elle et comment on pourrait améliorer éventuellement l'accès pour les patients et toutes les personnes qui en auraient besoin? Merci de me donner la parole. Donc, je suis donc René Mazard, on est représentant des patients. Je suis assez impliqué dans le système, dans beaucoup de commissions à la autorité de santé et maintenant au conseil de la nomenclature. Vous comprenez bien que quand on parle de proximité, les patients ils jubilent. Pour eux, l'échelon territorial, c'est la panacée quelque part, puisque ce qu'on demande en tant que patient, c'est d'être traité au plus près de chez soi, hein, de façon à ce que la dimension humaine perdure. Et c'est bien ce que explique très souvent le professeur Bernard, François-Michel Bernard, qui reprend toute l'éthique du soin. Hein. C'est contribuer à des soins médicaux de grande qualité et surtout respectueux de la dimension humaine. Là, il faut dire que pour l'instant, ça pêche pas mal. Alors, au niveau des radiologues, jusqu'à maintenant, ils étaient cachés de l'arrière de leurs écrans. Mais maintenant, la proximité, ils vont devoir la prendre aussi et nous communiquer avec nous, les patients, de façon à ce que leur expertise, qui devient primordiale, puisque la masse d'informations, en plus avec l'intelligence artificielle que vous maîtrisez, vous mettre directement au niveau décisionnel. Donc, vous allez prendre une grande part dans les conférences pluridisciplinaires. Donc, nous voyons dans l'échelon territoire la proximité, celle qui permet aux patients d'être encore un humain. Cela n'empêche pas d'aller le traiter vers un premier, un deuxième degré, un troisième degré s'il faut. L'expertise de l'hôpital est bien sûr pas toujours en proximité, mais ce qu'il importe, c'est que quand on a un traitement relativement lourd, on puisse ramener les personnes en proximité. Parce que là, on a au minimum un peu la famille qui va pouvoir assurer des liaisons. Mais ça ne nous empêche pas les uns et les autres de rechercher l'excellence. L'excellence, pour nous, elle est bien sûr dans la proximité, avec simplement les contraintes qui sont celles de la proximité, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'urgence et d'organiser le retour après le soin assez grave. Ce qu'il faut maintenant, ça pêche sur le terrain. On n'a aucun parcours de soins, on a des professionnels qui se côtoient, mais qui ne sont pas forcément unis. Les patients, ils veulent une seule chose, une continuité complète de la médecine. Ce n'est pas notre problème de savoir si on est en public ou en privé. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une offre opposable à secteur 1, parce que la santé est financée sur des deniers publics par la protection sociale. Et je crois que la contrepartie de cette garantie financière, ça doit être des soins garantis pour tous, 24 heures sur 24.
la permanence des soins doit être assurée. Donc pour cela, nous avons besoin de structurer les maisons de santé, qui sont un premier recours avec le médecin traitant, mais pas administrativement, parce que malheureusement, nous avons appuyé ces maisons de santé qui deviennent maintenant des structures dans lesquelles on s'entend carrément dire, ce qui m'est arrivé encore à 2 reprises, le vendredi après-midi, on n'arrive jamais à voir, par exemple, le standard de la maison de santé de Rodez, la Primonte, et la secrétaire, en allant voir après 3 heures d'interruption classique de téléphone, m'a carrément dit, mais moi, quand je suis toute seule, je ne réponds pas au téléphone. Vous vous rendez compte ce que c'est un peu? On ne peut pas entendre des choses comme ça. Donc, il faut que tout le monde se structure pour pouvoir avoir cette continuité des soins et la performance à tous les niveaux. Les radiologues que vous êtes vont exceller là-dedans. Ils ont des informations et ils interviennent maintenant, que ce soit au niveau de la radio, mais aussi à l'interventionnel. Donc leur poids est significatif. Il est évident qu'on n'a pas besoin d'une grande expertise, à part les instruments techniques au niveau de la proximité, mais après, ce qui compte, c'est tout le diagnostic, toute l'interprétation, et là, nous faisons confiance à toute la chaîne avec les moyens modernes pour pouvoir faire les interprétations et organiser au mieux les soins. Voilà un peu notre vision de la proximité. Vous voyez bien, l'échelon, c'est celui du territoire. Je fais partie aussi de la commission parcours de la FHF et nous avons sorti un rapport sur ce domaine-là. Je crois que la FHP est aussi consciente que, et à peu près tous les acteurs qui sont de bonne foi peuvent comprendre et aspirent à ce que la chaîne de soins soit ininterrompue. Et nous demandons à ce niveau que les ARS contrôlent véritablement la réalité du terrain, parce qu'on ne peut pas quand même rester avec des écarts comme ça. 40% de la population maintenant est avec des ressources moindres, et il faut quand même connaître cette garantie du soin. Nous ne sommes pas des animaux qui sont souvent traités de façon rapide. Dans les maisons de santé, souvent on nous impose des délais, 1 mois, 2 mois. Comment comprendre? Comment un patient peut comprendre quand il a quelque chose qu'il ressent avec une certaine gravité, qu'on lui demande d'attendre 2 mois et que ce soit la secrétariat qui prenne cette initiative sans s'en référer à un professionnel de santé? Vous voyez bien ce type de dysfonctionnement. Vous n'avez pas trop ce problème parce que vous êtes en radiologie et en expertise, mais c'est un tout. Et je crois sincèrement que votre expertise, avec tout ce que vous pouvez faire maintenant, va contribuer à ce qu'on puisse unifier tous ces parcours de soins. J'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur Mazard. On a entendu effectivement des mots forts, des mots de proximité, de continuité, de chaîne de soins. Et on voit bien que la radiologie prenant de plus en plus de place, effectivement, ça devient de plus en plus, ce besoin de structuration devient de plus en plus criant pour qu'elle soit accessible rapidement et puisse être utile rapidement comme toute spécialité. Je voudrais interroger Philippe Carte. Philippe, tu es radiologue à Charleville-Mézières. Tu connais bien la structuration et tu es à l'origine d'une structure juridique privée-publique dans ton territoire. Avant de nous en parler, est-ce que tu pourrais nous faire un bref résumé de la structuration de l'offre de soins radiologiques en France? La parole.
merci Christophe. Oui, effectivement, donc je suis radiologue hospitalier dans la basse province et je suis chef de service et de pôle GHT numéro 1 du Grand Est. Oui, donc tout là-haut près de la frontière belge. Et il y a quelques mois, jusque quelques mois, j'étais président du syndicat des radiologues hospitaliers. Et à ce titre, comme tu l'as dit, j'avais œuvré pour essayer d'améliorer les choses. Et comme voulait M. Mazar, effectivement, il y a eu quand même une structuration qui a été faite. Si vous vous rappelez, c'était déjà loin, c'était 2016, c'était la loi de modernisation du système de santé qui, à travers deux articles, l'article 107 qui a créé les GHT et l'article 113 qui a créé ce qu'on appelle les PIP. Alors, en deux mots, donc, vous voyez bien qu'il y avait plein de, et il y a toujours de déserts médicaux, de petits hôpitaux, etc., un peu dans tous les sens, parce que avant les GHT en 2013, il y avait 1458 établissements de santé publics, et au 1er juillet 2016, il y a eu 135 GHT. Donc, vous voyez, il y a eu une concentration comme assez forte et le gouvernement et les ARS voulaient effectivement qu'il y ait une meilleure dispensation des soins sur le territoire. Alors, quand on regarde la structuration de la loi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait trois choses qui étaient obligatoires dans les GHT de mettre en commun. C'était la biologie médicale, la pharmacie et l'imagerie diagnostique interventionnelle. Vous voyez que déjà à ce niveau-là, en 2016, on pensait que l'imagerie était un élément transversal très fort. Alors, si on regarde maintenant, vous voyez un peu le temps que ça a mis. C'est vrai qu'on a tous beaucoup hurlé dans les hôpitaux sur comment on a géré et comment on a institué ces GHT, qui ont été souvent faits par le haut et non pas par le bas. C'est-à-dire qu'on avait entre nous, dans les hôpitaux périphériques, déjà des liens, on avait déjà gradué l'offre de soins. C'est évident qu'on ne faisait pas la radiologie interventionnelle du niveau 3 dans tous les établissements, mais c'est vrai que cette marche forcée en avant de la loi de 2016 nous a obligés à nous structurer, alors quelquefois avec des difficultés. Vous voyez bien que, en gros, les GHT, ça correspond à des départements. En gros, c'est ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est pas facile de bien structurer sur un ensemble de territoires comme nous. Il y a des départements d'1 million d'habitants, mais il y a des départements de 300 000 habitants. Vous voyez, donc en gros, c'est ça. Alors ensuite, on a imposé. Ce qui est bien, c'est qu'on a imposé un hôpital pivot, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui doit être là pour gérer le territoire, donc qui est l'hôpital pivot de ce fameux GHT, et sur lequel on doit influer une offre de soins. Par exemple, dans mon GHT, j'ai 5 scanners, mais je n'ai pas tous les scanners de même niveau dans tous les endroits. Dans l'hôpital pivot central, on a un scanner spectral qui permet de faire des diagnostics différents. On a aussi une salle de radiologie interventionnelle, bien sûr, qu'on ne va pas mettre dans tous les endroits. Vous voyez, donc déjà, ça existe et ça a permis de structurer l'offre de soins. Ensuite, il y a la couverture globale du territoire. C'est vrai qu'en radiologie, on est de moins en moins nombreux, surtout plus en haut dans le nord de la France, et donc on a besoin de toutes les mains et de tous les intervenants possibles en radiologie sur un territoire. Et donc depuis très longtemps, il y a eu des formes de coopération, parce que quand vous regardez, les radiologues ont toujours été assez en avance sur comment s'entendre entre professionnels, et moi, dans mon territoire, je n'ai aucun problème avec mes collègues libéraux, au contraire, et on a toujours essayé d'avancer dans des structures qui permettent de mettre en commun, surtout, on a mis surtout en commun des équipements. Donc, c'est là qu'un nombre assez important de structures qu'on appelle des GIE, des groupements d'intérêt économique, se sont créés, où là, c'est surtout des partages d'équipements, des partages de plages horaires pour permettre d'avoir des équipements un peu dans des zones plus défavorisées et qui soient rentabilisés. Alors, dans cette loi de 2016, il y avait l'article 113, pour lequel nous s'était beaucoup battu avec la FNBR à l'époque. C'était le prédécesseur de notre ami actuel, le président. Et en commun, nous avions beaucoup poussé à l'Assemblée nationale pour que soit créé cet article 113. Alors cet article 113, c'est les députés, c'est pas nous. On appelait ça plateau d'imagerie médicale mutualisée. Nous, on voulait que ce soit projet professionnel commun. Parce qu'en fait, la grande différence entre le GIE et cette structure, c'est que le PIM, il est à l'initiative des praticiens. Ce sont des praticiens du public ou du privé, ou du public et du public, dans des hôpitaux différents, qui se mettent en commun pour faire fonctionner et prendre en charge des patients sur un territoire. Que ça aille de la radiologie interventionnelle à la cédologie,
au scanner et à l'IRM. Et donc, on avait, donc c'est la base, c'est un projet médical plus qu'un partage de machines. Hein, donc, il faut bien comprendre ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que, ça, on a notre ami de l'RS qui est là, c'est que, comme en France, partout, c'est la paperasse. Même si un groupe de cabinets libéral de 12-13 s'entend avec un hôpital pivot d'un GHT de 15-16, on est 30, on pourrait faire fonctionner ça super bien, mais il y a de la paperasse. Et il y a un paquet de paperasse, des appels à projets, patati, patata, qui fait que c'est quand même compliqué. Et vous voyez que 2016, il existe des PIM, hein, des projets mutualisés sur le territoire en France. Je peux vous donner des exemples, il en existe peu, parce que en fait, c'est compliqué. La structure juridique, on doit monter une structure juridique que l'on essaie de faire un GCS de droit privé, parce que le droit public, c'est très compliqué. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose qui fonctionne et il y a dans cette loi un truc qui nous avait beaucoup intéressé pour nous, pour l'attractivité des praticiens hospitaliers dans les hôpitaux, c'est la dérogation au salaire. C'est-à-dire que pendant que ce praticien hospitalier qui est mis à disposition dans cette structure, dans ce PIM, il a une dérogation à son salaire, de même que le praticien libéral a dérogation à la convention. Et même, si on va aller plus loin dans la loi, on peut même acquérir une machine en commun en surplus de ce qui est prévu dans le poste classique pour faire fonctionner dans des endroits où il y a très peu de machines et bien prendre en charge nos patients. Donc vous voyez qu'il y a des outils qui sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, on peut dire ce qu'on veut, mais la loi de 2016 a quand même créé les GHT qui ont structuré l'offre de soins, notamment en radiologie, et permettent de faire plein de choses. Alors, je veux juste vous parler juste un tout petit peu du futur, parce que là, juste avant l'élection présidentielle, on devait revoir complètement le système des autorisations et aller vers des autorisations de soins en imagerie, qu'ils soient diagnostiques ou interventionnels. Donc là, il faudra faire attention dans le futur, parce que donc on va remettre ça, parce qu'il faut absolument que l'on avance sur ces nouvelles autorisations, parce qu'on est quand même la seule spécialité à ne pas avoir une autorisation de soins. Et dans ce cas-là, ce qui a été aussi un échec et un écueil des négociations antérieures, c'est que effectivement, le GIE ne serait pas susceptible de pouvoir accueillir une structure de soins. Donc ça, c'est quand même dommage, parce que vu le nombre de collaborations qu'il y a autour de ces structures, on ne pourrait pas. Donc, la vraie structuration autour d'une autorisation de soins ne pourrait pas être appliquée au GIE. Donc, il faudra, ça va être notre travail avec tous les acteurs, hein, du public, du privé, la FHF, de réussir à créer certainement une autorisation de soins simplifiée en imagerie qui soit publique ou privée. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, les outils existent. Il y a plein d'endroits où ça fonctionne. On va essayer, M. Mazard, d'améliorer encore un peu les choses, parce que les outils existent, mais dans la réalité du terrain, vous êtes peut-être un peu déçus par ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Philippe. Effectivement, les outils existent. Tu as bien mis en avant que il n'y en avait pas beaucoup, et vraisemblablement parce que c'était compliqué de les mettre en place. Et c'est l'occasion pour moi de demander à Nicolas Sens, qui est radiologue au CHU de Toulouse et qui a mis un PIM en place, quels ont été les écueils qu'il a rencontrés et finalement quels bénéfices il en tire quand même après tout cela. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on a mis en place au sein du GHT. Alors, le GHT toulousain est un peu particulier parce qu'habituellement, les GHT sont assez bandeaux départementaux, on va dire. Et là, on a toute la Haute-Garonne et on a la moitié du Tarn, le Tarn-Ouest. Donc, c'était un peu particulier. Donc, ça a rajouté une couche de complications, on va dire, pour mettre en place ce PIM. Ce PIM, donc, il comporte le CHU de Toulouse, qui est on va dire le vaisseau amiral. Et puis, après, il y a deux petits, je vais me fâcher avec mes collègues si je dis que c'est des petits hôpitaux. En fait, c'est des hôpitaux moins importants. L'hôpital de Lavore, où il y avait un scanner, en particulier, et l'hôpital de Saint-Gaudens, où il y a un scanner et une IRM. Et tout ça sur aucune présence, on va dire, aucune présence de praticiens hospitaliers sur le site de Lavore, il y a 0,
Et sur le site de Saint-Gaudens, on est remonté à un praticien hospitalier. Donc, le PIM, en fait, c'est le CHU où on est 40 praticiens à participer à ce PIM et donc l'organisation à mettre en place sur les hôpitaux périphériques. Parce que les équipes de radiologues du PIM, ils ont vocation à assurer l'activité de la radiologie sous toutes ses formes et sur toutes ses modalités. Donc, c'est du programmé, du non programmé, au bénéfice des patients externes, hospitalisés ou accueillis en urgence, et toutes modalités confondues, puisqu'il y a de la radiologie conventionnelle, il y a de la mammographie, de l'écho, du scan, de l'IRM. Ça a été mis en place sous la forme d'un GCS de droit privé, mais où les membres peuvent demander leur adhésion au groupement. Et ces membres, ça peut être des établissements de santé ou des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on a des collègues du libéral à Saint-Gaudens qui font partie du PIM au sein de l'hôpital de Saint-Gaudens. Ça a été mis en place après, on va dire, une phase d'expérimentation que l'ARS nous avait demandé, une phase d'expérimentation pendant 1 an, où en pratique, donc ce sont des praticiens hospitaliers du CHU qui vont faire tourner les machines dans les autres hôpitaux, donc en particulier Lavore et Saint-Gaudens. Alors, à titre indicatif, pour les gens qui ne connaissent pas la géographie locale, Lavore, c'est à 45 km de Toulouse. Donc, par l'autoroute, c'est une demi-heure, 40 minutes. Saint-Gaudens, c'est à 100 km. Donc, ça veut dire que le praticien part le matin, fait 100 km, fait sa vacation ou ses vacations sur l'hôpital de Saint-Gaudens et revient à Toulouse le soir. Donc, ça a été un petit frein, obligatoirement, si on voulait pas passer par les systèmes de téléradiologie, parce qu'on aurait pu tout à fait imaginer que le radiologue toulousain reste dans son service et fasse ses vacations depuis son bureau. Donc là, on a essayé de mettre en place une méthodologie qui fait que les praticiens se déplacent, et ça, je crois que c'est quand même très, très important, parce qu'on connaît les équipes de manip sur site. On voit les patients, c'est peut-être bête à dire, mais à la fin d'un examen IRM, on va voir le patient dans la salle d'attente et on lui donne son résultat et on discute avec lui. Et je vous rappelle qu'un bon interrogatoire avant l'examen, c'est 90% du diagnostic. Si on est à peu près un radiologue à peu près compétent, on va dire. Donc, c'est quand même tout à fait nécessaire. Donc, on insiste sur ce fait de vouloir transposer, en fait, translater les praticiens du CHU vers les hôpitaux où il n'y a plus de praticiens hospitaliers. Donc, c'est du no man's land. Donc, le PIM, je trouve que l'objectif, c'était vraiment de dépasser la simple mise en commun d'un équipement, qu'il soit IRM ou scanner, et de mettre en place une organisation qui est commune. Les locaux, les équipements, les personnels non médicaux, la permanence de soins, tout ça en essayant de s'affranchir un peu des disparités, donc il faut parler franc, de rémunération entre secteur public et secteur libéral. Donc là, on a négocié une valorisation, puisque le PIM l'autorisait, d'avoir de valorisation de ces praticiens et qui font les vacations à distance. Donc, ça marche depuis, on a eu une phase d'expérimentation avant le Covid, on avait commencé, et on a signé la convention, qui est une convention validée par l'ARS pour 5 ans renouvelables en septembre de l'année dernière. Donc, il y a quelques points de vigilance, on va dire, de vigilance juridique. Le PIM, c'est impossible dans le cadre d'un GIE parce que ça ne permet pas de mettre à disposition du personnel public ni aux praticiens libéraux d'intervenir dans la prise en charge des usagers du secteur public. Donc, la seule structure juridique actuelle qui est possible, c'est le GCS. Alors que vous le fassiez de droit public, de droit privé,
Après, c'est dans le règlement intérieur de savoir comment vous permettez aux nouveaux membres d'adhérer à ce GCS. Il y a des dérogations donc, qui sont possibles en termes de rémunération pour les praticiens hospitaliers. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait louable, je trouve, puisque là, on va parler cash, on va parler argent. Quand un PH s'en va faire une vacation d'IRM toute la journée à Saint-Gaudens, il est rémunéré 800 € net, plus le défraiement des frais de logistique de déplacement. Donc, c'est quelque chose qui, pour mes jeunes praticiens, c'est toujours bon à prendre. Hein. Je vous rappelle la grille indiciaire qui n'est pas exceptionnelle quand on débute dans la fonction publique en tant que praticien hospitalier. Donc ça, ils vont y aller dans l'année, ils vont y aller entre 10 et 15 fois. Donc vous voyez ce que ça peut amener un petit plus, on va dire, sur leur feuille de paie. Donc pour l'instant, je ne dis pas que c'est la panacée. Je ne dis pas que tout est rose parce que quand il faut envoyer 2 praticiens tous les lundis à Saint-Gaudens, 2 praticiens tous les lundis à Lavore, eh bien, on dépeuple un peu le CHU. Donc, en termes d'organisation, il faut y arriver, mais je dirais qu'on a permis d'irriguer les territoires qui ne sont pas si proches que ça du CHU. Hein. Saint-Gaudens, c'est 100 km. Donc, il n'y a pas grand-chose autour. Le bassin de population est relativement important. Et donc, ça a donné des idées aussi aux autres spécialités, puisque, par exemple, à Lavore, il y a beaucoup de consultations avancées maintenant du CHU, de praticiens du CHU, qui vont faire de la consultation avancée sur site. Par exemple, à Lavore, l'hôpital de Lavore, il n'y a plus de cardiologue. Donc, la cardiologie est prise en charge par les équipes de cardiologie du CHU. Donc, ce n'est pas la panacée, mais je trouve que ces modes de dérogation et de pouvoir entrer au sein de ce PIM de façon assez simple, hein, puisque c'est une acceptation du règlement intérieur qu'on avait fait, fait que ça devrait se pérenniser, ça devrait augmenter en taille au fur et à mesure de notre expérience. Voilà ce que j'avais à dire sur l'expérience toulousaine et du GHT 31 et Ouest Tarn. Moi, je veux bien une petite précision supplémentaire, Nicolas. On a beaucoup parlé des PIM. Pour moi, le PIM, c'était un partenariat privé-public. Or là, tu nous as parlé, je n'ai pas entendu privé, j'ai entendu que public. C'est effectivement une redistribution en proximité de nos moyens, tels que l'attend monsieur Mazard. Mais il n'y a pas cette association publique. Comment sur le Saint-Gaudens, il y a une participation des cabinets des radiologues libéraux des privés qui partagent, enfin qui utilisent le scanner et l'IRM de l'hôpital. D'accord. Mais au sein du PIM. Donc, c'est vraiment au sein, ils ont adhéré au GCS, puisqu'ils étaient tout à fait ici. Même si ton GCS est de droit public, tu peux demander, enfin, tu peux autoriser l'adhésion d'établissements de santé ou de personnes physiques ou morales qui exercent une profession médicale à titre libéral. D'accord, donc tu peux avoir une structuration qui grossit au fur et à mesure de la motivation qui se crée au vu du fonctionnement du PIM. Tout à fait. Ok, d'accord. On peut peut-être réagir là sur ces différentes interventions là. Oui, sur les différentes interventions et dans la suite des demandes qui ont été faites par le patient et le représentant des patients qui est René, sur ces possibilités de restructuration pour en faire plus, parce que vous avez expliqué ce que vous faisiez les uns et les autres à l'intérieur des différentes structures, avec le rapprochement public-privé, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour répondre aux besoins des patients tels qu'ils ont été exprimés tout à l'heure par René Mazard. Si tout le monde peut répondre. Je voudrais
j'ai particulièrement apprécié les propos de M. Sens, hein, parce qu'ils vont véritablement dans le sens de l'éthique. Là, tout ce que vous proposez, c'est carrément de revenir vers le patient, de l'écouter et de... J'ai trouvé ça très intéressant d'entendre que 80% ou 90% de la consultation avec le patient permettait d'affiner votre diagnostic d'une façon absolument incroyable. Donc, ça va à l'encontre de l'image que les patients ont de la radiologie. Moi, quand j'entends ça, je me dis que ce sont toutes ces vertus de l'éthique qui sont reprises par l'Association mondiale de la médecine, qui sont mises en avant. Et votre expérience en faisant aller des praticiens vers les publics comme ça, qui sont déshérités, d'abord financièrement, même si on donne des compensations aux praticiens, et nous sommes d'accord là-dessus, ça fait quand même gagner un temps fou et un argent fou plutôt que de déplacer toutes ces personnes d'ailleurs. La seule chose qu'il faut qu'on fasse tous ensemble, c'est la structuration complète. Donc, on en a parlé l'autre jour, mais ça, c'est une dimension que doit prendre l'ARS. Hein. On a jusqu'à maintenant des financements qui étaient vers la radiologie privée et l'autre vers le public. Il faut que ça cesse. Maintenant, ça doit être une unité complète. Hein. Nous, les patients, nous voulons cette unité. Donc, il faut que la structuration soit celle-là. La seule chose qui compte, c'est de donner des soins de qualité en proximité et au plus rapidement possible. Donc, nos ARS, qui jusqu'à maintenant reconduisent systématiquement des financements privés sans les réévaluer, il faut que ça change. On a d'un PIMS, je suis très content de voir ça et qu'en plus vous initiez maintenant à travers cette expérience d'autres professionnels comme la cardiologie et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont venir, mais il faut que l'échelon administratif aussi nous aide à ça. Nous voulons plus de secteur 2, c'est terminé. On ne peut pas écarter une grosse partie de la population. Nous sommes tout à fait d'accord pour augmenter les moyens des professionnels, mais il faut qu'on y retrouve notre compte. Et pour l'instant, il n'y est pas. Donc, il faut que tous les efforts portent vers ces expériences qui remettent de la dimension humaine. On est de nouveau dans l'éthique, dans les vertus du soin, et je pense qu'on retrouvera pas ce qu'on a connu, mais d'entendre ces propos-là, ça nous fait chaud au cœur, croyez-moi. Non, ce qui est très important, ce qu'a dit Nicolas Sens, c'est de pouvoir aller sur place. Ça, c'est très, très important. C'est vrai que quand on est loin, comme il vous l'a raconté, nous, c'est un peu moins loin, mais c'est 60 km de petite route, pas d'autoroute. C'est un praticien, entre guillemets, perdu pour le CHU, mais c'est pas grave, il est gagné par quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est essayer d'augmenter globalement le nombre de postes de radiologues dans ces GHT-là. Donc, il faut récupérer, entre guillemets, tous les postes qui traînaient dans les petits hôpitaux, les récupérer, entre guillemets, sur le centre pivot et les redistribuer par ces moyens que vient d'annoncer Nicolas et comment on essaie de le faire. Donc, c'est vrai qu'on utilise au mieux tous les praticiens qu'il y a sur place. Mais il y a de temps en temps aussi plus de radiologues libéraux. Donc, c'est dans ces moments-là, comme l'affaire Carcassonne aussi, notre ami comme le fait Nicolas, c'est on vient faire un public parce qu'il y a quelquefois, il n'y a pas quelquefois tout dans la musique du privé, mais c'est pas que ça. Il y a aussi souvent, il n'y a plus de radiologues libéraux non plus. Donc, il faut réussir à faire ça. La deuxième chose, c'est donc ça, on fait une verticalité entre le CHU, les petits hôpitaux et les microstructures de soins. Et ce qui serait bien, ce serait de redonner du sens à des filières de soins transversales dans ces zones. Et là, c'est plus compliqué. Mais comme l'a bien dit Nicolas, nous aussi, on a pas mal d'endocrinologues même qui viennent avec nous. On fait des voitures communes quelquefois le matin pour partir un peu plus loin, où les gens font des consultations avancées. Donc, nous, on a fait diabétologie, endocrino et néphro. C'était les trois trucs où les gens étaient loin. Il y a aussi, bon, ça a fait beaucoup secouer les médecins, mais il reste quand même bien comprendre qu'on voit bien les déserts et les difficultés. On emmène avec nous une infirmière en pratique avancée de néphrologie qui s'occupe des insuffisants rénaux.
donc il faut quand même redonner du sens dans le territoire et dans les territoires lointains. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas toujours facile. Voilà, M. Mazar. Et pas pensé pour ajouter d'un point de vue technique, l'imagerie médicale, mais c'est intéressant. Pour ajouter d'un point de vue technique, tu as raison, Philippe, on a récupéré au sein du pôle imagerie de Toulouse 2 postes de péage qui étaient alloués à Saint-Gaudens, qui de toute façon n'étaient pas occupés. Donc, on les a mis, on a réussi à les mettre dans le pot commun. Et il y a eu 2 jeunes praticiens qui ont pu être nommés. Alors, ils sont, entre guillemets, avec l'étiquette Saint-Gaudens, même s'ils sont affiliés, ils sont praticiens au CHU. Mais ça a permis d'augmenter un peu la masse constitutive du pôle imagerie du CHU. Non, mais ça, c'est majeur. Vous ne pouvez pas attirer un jeune de 28-30 ans qui, à la fin de ses études de radiologie, qui a une femme et des enfants, tout seul dans un coin comme ça. Et les jeunes ne veulent plus travailler tout seuls, ils travaillent en équipe. Donc ça c'est une très bonne solution, mais il faut d'emblée, maintenant tous les praticiens qui arrivent, on leur dit oui, mais il faut travailler dans une structure globale. Vous pourrez aller à machin. Il faut que ça soit un contrat que l'on réalise d'emblée avec eux. Et si c'est d'emblée avec eux, avec un petit peu de financement en plus, ça peut être une solution. Je crois que ce n'est pas une mauvaise solution. Il faut que les ARS nous aident beaucoup à simplifier les choses. Et il y a aussi, nous, on mettait aussi de temps en temps dans les structures publiques par la dérogation de la CNAM pour les revenus des praticiens hospitaliers. Donc ça, il faut se méfier. Il y a aussi la caisse derrière qui, de temps en temps, nous empêche de faire ça. Et alors, c'est assez compliqué. Donc, et aussi, il faut trouver des moyens pour que cette rémunération qui pourrait être nominale dans ces structures puisse se transformer entre guillemets, en équivalent salaire pour ne pas que nos jeunes praticiens payent la carte, l'URSSAF, etc. Donc, c'est très important. Donc, c'est tout un tas de moyens qu'il faudrait qu'on soit vraiment aidé par nos instances, l'ARS, et puis aussi que la CNAM, de temps en temps, soit un peu moins un tatillonne sur plein de points et pour lesquels on a des soins beaucoup embêtés. Nous c'est un équivalent salaire. Hein. C'est-à-dire que le praticien qui va faire des vacations à Saint-Gaudens ou à Lavore a une feuille de paye de Lavore ou de Saint-Gaudens, donc il paye ses impôts dessus, mais il n'y a ni CARMF ni URSSAF. Ouais, c'est un complément salarial. C'est parfait, Nicolas, c'est la meilleure solution. On voit qu'il y a des solutions qui existent. On va avancer dans ce webinaire, si vous voulez bien. Et on va demander à Daniel Lagarde quelle est sa vision de la structuration. Daniel Lagarde, qui est radiologue à Montauban et qui a initié un GIE il y a bien longtemps. Et maintenant, après tout ce qu'on a entendu, j'aimerais bien avoir ses réflexions sur ce que représente le GIE actuellement. Est-ce que c'est encore une solution qu'il faut promouvoir ou est-ce qu'on doit tous switcher vers d'autres solutions, PIM ou autres, qu'il faut inventer? Daniel, si vous pouvez nous donner votre avis, ça serait parfait. Alors, bonjour à tous. Moi, oui, en effet, je suis radiologue libéral à Montauban. Montauban, c'est à peu près 50 km de Toulouse, hein, et c'est un territoire de santé qui est représenté par deux établissements privés et 2 établissements publics que sont l'hôpital de Montauban, l'hôpital de Moissac, et 2 grosses cliniques, assez grosses cliniques installées sur la ville de Montauban. En gros, c'est ça. On est situé géographiquement entre le Lot, Cahors, pas loin du Gers, pas loin de l'Aveyron, pas loin du Tarn et au nord de la Haute-Garonne, en gros. Et donc, en fait, on a des patients qui viennent un peu partout et pour lesquels nous, on n'avait pas suffisamment d'équipements matériels lourds à l'époque. Hein, et on avait déjà, à l'époque, le GIE, il date de 2015, hein, on avait déjà des problématiques liées à l'offre radiologique, puisque autant l'hôpital de Montauban que les radiologues libéraux avaient du mal à se rendre attractifs par rapport aux jeunes radiologues, puisque les jeunes radiologues restaient beaucoup dans la métropole toulousaine. Et donc, on a décidé, et c'est là où, que ce soit un GIE, que ce soit un PIM, etc., c'est une volonté, je pense, humaine au départ, et de se réunir et d'arriver à faire mieux marcher l'offre radiologique, et donc développer
utiliser de façon mutualisée d'abord des machines lourdes, scanners IRM, entre nous, plutôt que d'en installer un peu partout et qu'elles ne soient pas forcément utilisées en totalité. Ça, c'était le premier objet de notre restructuration publique-privée. La volonté était aussi de se réunir et de se soutenir entre les établissements publics et privés en termes de PDS, et de continuité de soins, puisque grâce aux conventions que l'on a écrites autour du GIE, on a pu soutenir en cas de panne, de maintenance d'un appareil par rapport à l'autre. Ensuite, on s'est entendu pour installer un scanner et une IRM sur les établissements privés et publics. Donc, les radiologues publics et les manipulateurs radio publics viennent travailler sur le site de la clinique privée et vice-versa. Les médecins privés et les manip privés viennent travailler sur la machine installée sur l'hôpital de Montauban. Donc, actuellement, on a un scanner installé sur le site de la clinique, une IRM polyvalente installée sur le site de la clinique et une IRM polyvalente installée sur le site de l'hôpital, en plus des machines qui sont directement allouées au secteur privé et au secteur public. On s'est structuré en GIE à l'époque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous semblait plus simple juridiquement parlant. Et à l'époque, effectivement, les PIM n'existaient pas. Hein, donc, voilà, donc ça ne s'est pas présenté à nous. Humainement parlant, au début, c'était un peu compliqué de réunir le public et le privé, il faut bien le dire. Hein. Et puis, petit à petit, et grâce au soutien de l'ARS, qu'on a beaucoup impliqué, on a réussi à avancer et finalement à s'entendre correctement et arriver donc à utiliser et à installer ces machines. Cette structuration juridique est gérée principalement par le privé, c'est-à-dire qu'en fait, on a une facturation commune et une gestion notamment des forfaits techniques en commun avec une redistribution, les actes intellectuels étant reversés à chaque structure responsable. Et actuellement, au sein du GIE, nous avons 2 partenaires privés et l'hôpital de Montauban qui sont partenaires. Bientôt, l'hôpital de Moissac va nous rejoindre, probablement. Et ensuite, il est évidemment ouvert à d'autres structures libérales, mais en sachant que malheureusement, sur notre territoire de santé, il y en a de moins en moins. Au vu de cette structuration, nous, on trouve que c'est très efficace, que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que on trouve que le GIE, c'est très souple, en fait. C'est très souple, juridiquement parlant. On parlait tout à l'heure que le PIM, c'était assez compliqué à mettre en œuvre, juridiquement parlant, etc. Le GCS droit public plus lourd que le GCS droit privé, etc. Nous, en GIE, vraiment, c'est facile. On a un avocat qui s'occupe de nous. On fait des assemblées générales 2 fois par an. Et c'est vrai que comme ça permet de fonctionner, d'avoir une plus grande réactivité, si vous voulez, peut-être par rapport à des structures un peu plus lourdes. Bon, notre territoire le permet aussi, puisque finalement, on est assez peu nombreux, et donc évidemment, c'est plus facile comme ça. Le GIE doit encore évoluer, et en fait, les équipes privées se sont positionnées pour soutenir les équipes publiques, notamment pour la prise en charge, par exemple, d'interprétation de radiologie conventionnelle, si jamais le public n'arrivait pas, faute de bras, à les interpréter. On a aussi une volonté d'installer, par exemple, une machine EOS partagée par le GIE et offerte ainsi à l'ensemble de la population, alors à définir où c'est qu'on va l'installer, c'est en cours d'étude. Hein. Et enfin, on doit continuer cette collaboration et c'est ce sur quoi je voulais insister beaucoup. Il faut essayer de se sortir des établissements de santé, c'est-à-dire essayer d'installer des machines et notamment des scanners à proximité
dans des petites villes où il persiste encore des cabinets de radiologie conventionnels, hein, principalement impliqués dans la radiologie conventionnelle et le dépistage du cancer du sein. Hein. Et ces structures libérales, principalement, qui s'adressent à une population très locale, très rurale, et qui soutient les médecins généralistes, notamment, qui sont installés à proximité, ces structures-là, si on ne les soutient pas, elles risquent de disparaître. Et alors là, on va, entre guillemets, centraliser l'offre radiologique, alors qu'actuellement, et notamment pour le cancer du sein, elle est relativement harmonieusement répartie sur le territoire. Pour pérenniser ces structures-là, il faut qu'on les soutienne, et on pense que installer des machines dans des maisons de santé, des scanners, avec une implication des radiologues locaux qui permettront de continuer une radiologie présentielle, mais un soutien également potentiellement par téléradiologie locale, c'est-à-dire à 5 km, 6 km, etc., c'est-à-dire possibilité de déplacement, etc., permettront, toujours dans une collaboration privée puis publique-privée, d'apporter une meilleure offre de soins de proximité. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait développer sur le territoire. On est en train de se structurer pour ça entre radiologues libéraux de plusieurs départements, d'une part, autour de nous, mais également, on est en discussion, notamment avec les radiologues de l'hôpital de Montauban, la chef de service qui est le docteur Tsogou, hein, pour essayer d'apporter notamment une offre d'abord de scanner. On a bien vu l'intérêt du scanner thoracique de proximité, hein, vu les 2 ans qu'on vient de passer quand même, et ainsi soutenir les petits cabinets de radiologie périphérique qui, dans 5-6 ans, risquent de fermer sans successeur. Peut-être qu'en amenant de façon collaborative entre privé et public des machines à proximité des petits cabinets, on arrivera à pérenniser ces petits cabinets en attirant des jeunes et qui permettront éventuellement de les soutenir parce qu'ils auront accès à un peu plus d'imagerie en coupe. Il y a aussi un autre souci, c'est que le GIE, effectivement, est un peu mis en péril par le fait qu'il n'est pas, pour l'instant, dans les clous en ce qui concerne l'activité de soins. Et ça, effectivement, il faut que peut-être on intervienne là-dessus, hein, au niveau national, FNMR, G4, etc., pour essayer de, FHF, FHP, etc., pour essayer de pallier à ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de GIE qui fonctionnent très bien. On parlait tout à l'heure du GIE de Carcassonne, hein, par exemple. Mais le nôtre en est un autre exemple. Mais je ne vois pas pourquoi, en fait, on les changerait, ces structures, tant qu'elles fonctionnent bien, quoi. Ce n'est pas la peine d'imposer, passez-moi l'expression, d'éventuelles usines à gaz et de remettre tout en péril, si jamais le GIE fonctionne et ne peut pas accéder à cette activité de soins qui lui permettrait de continuer à détenir des autorisations qui pourraient ainsi mutualiser. Il faut protéger ça parce qu'en fait, toutes ces collaborations-là, ces restructurations en plus humaines de radiologues, vont permettre aussi de se protéger, hein, contre les groupes financiers qui nous tournent autour actuellement et qui veulent récupérer en privé, hein, ces autorisations d'activité, ces autorisations de soins et sous-entendu, et c'est souvent à visée malheureusement spéculative plus qu'autre chose, hein, ces EML. C'est ça dont il est question. Et ça, moi, et dans nos structurations privées-publiques qu'on est en train d'essayer de monter, on ne veut pas. Pour l'instant, on veut résister à ces, entre guillemets, OPA toxiques de groupes financiers tels Ramsay, Elsan ou autres, qui, on pense, risquent de ne pas permettre ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire de continuer cette offre radiologique de proximité dont M. Mazar parlait tout à l'heure. Voilà un peu la vision que moi j'ai du GIE. Alors après, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut continuer dans le GIE ou changer? Moi, je dis, tant que ça marche et tant que c'est simple de fonctionnement comme ça l'est chez nous, tant vaut-il rester GIE, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Effectivement, j'ai entendu moi, des mots.
très opposés. Il y a d'un côté un côté complexité, d'un côté un côté simplicité, et on a presque l'impression que l'argument fort du GIE, c'est effectivement sa simplicité, et qu'on pourrait assez facilement aller vers quelque chose de plus structuré vers les soins, et tout le monde serait d'accord pour aller vers quelque chose de plus intégratif, si effectivement on ne se retrouvait pas, tu as utilisé l'expression d'usine à gaz, mais à monter des dossiers assez complexes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à dépasser, parce que là, on va avoir un frein réel à une structuration plus approfondie. La problématique, l'un des risques, dangers, écueils, enfin, j'en sais rien, du GIE, c'est quand même cette notion de caution, hein, de caution solidaire. Hein. Mais bon, à partir du moment où les avocats font bien le boulot et que nous, on est très vigilants, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Surtout qu'il n'y a pas. Si la gestion de ces EML, si on les utilise comme il faut, si on les mutualise correctement, peut fonctionner de façon à ne pas mettre en péril cette notion de caution solidaire. Bon, par contre, c'est bien beau tout ça, hein, mais pour améliorer l'offre de soins radiologiques et la rendre plus proche des gens, hein, il faut faire tourner les machines. C'est bien beau de mettre des machines, hein, partout, mais il faut les faire tourner. Et actuellement, quand même, on manque non seulement de radiologues, mais aussi de manipulateurs radio. Et ça, c'est la grosse problématique actuelle sur lesquelles, moi, personnellement, j'implique l'ARS depuis plusieurs mois, hein, depuis plusieurs années maintenant, mais au niveau national, ça fait des années qu'on en parle. Hein. Parce que sans manip radio, moi, je ne sais pas comment on va faire pour continuer à défendre notre spécialité même radiologique. On nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de manipulation de machines à distance, on nous parle même certains médecins non radiologues qui voudraient éventuellement faire tourner des machines pour eux-mêmes, notamment les neurologues, nous disent que finalement, pour faire une IRM cérébrale, en appuyant sur 2 boutons, voilà, hein, on pourra le faire sans les manips, etc. etc. Ça, j'ai entendu, et ça, moi, je ne veux pas. Donc, en fait, il faut véritablement comprendre que pour continuer à structurer la radiologie pour qu'elle soit la plus proche des gens, il faut la collaboration publique-privée, c'est évident. Il faut plus de médecins radiologues, c'est évident. Il faut surtout que ce soit des radiologues, parce que les radiologues, ils servent après à gérer toute la PDS en imagerie. Or, on le sait, les spécialités non radiologiques, elles ne gèrent que la PDS qui les intéresse, hein, sur la spécialité. Ça, c'est un gros problème. Et ensuite, il faut des manips radio. Donc, il faut permettre soit des équivalences avec des diplômes étrangers, ce qui n'est pas le cas actuellement, soit permettre dans certains départements d'ouvrir des écoles de manipulateurs, ce qui est compliqué actuellement, voilà, etc., etc. Donc il faut là impliquer, je pense, il faut avoir une grande volonté politique, et la tutelle a une grande responsabilité, à mon avis, pour soutenir la discipline même de radiologie, l'offre de soins radiologiques et l'imagerie en général. On s'écarte un peu du sujet de la structuration, mais c'est une condition indispensable. Effectivement, c'est une vraie préoccupation du monde radiologique actuellement. Visiblement, les ARS ont été très sollicités dans les interventions, celle de Daniel Lagarde à l'instant. Tout à l'heure, Philippe Carte a dit qu'il faut que les ARS nous aident. Donc, c'est le moment pour le représentant de l'ARS de s'exprimer à ce sujet-là, avec toutes les critiques qui ont été faites sur les ARS, et en particulier pendant la crise sanitaire, et sur le côté jacobin et centralisateur. Donc, vous avez sûrement des réponses à apporter et aux questions qui ont été posées implicitement ou explicitement d'ailleurs, à la fois par le représentant des patients et par les praticiens qui viennent d'intervenir. Merci pour cette invitation.
Ce que je note déjà en tout premier point, c'est que les attentes exprimées par les usagers et les efforts qui ont été déployés par les acteurs et les projets sont donc d'une part très enrichissants à écouter, et ça confirme que selon nous, on est parti dans la bonne direction tout récemment sur l'aspect stratégique, puisque, comme vous le savez sans doute, pour la région Occitanie, on a eu l'opportunité de modifier le principal instrument qui est en notre main et qui est le schéma régional de santé. Il se trouve que la réforme des autorisations, comme on le sait tous, était attendue un petit peu plus tôt, et ça ne nous a pas empêché néanmoins de réviser ce cadre qui, pour nous, voilà, est le premier levier d'action dans la région, et qui historiquement était fondé sur le renforcement du parc régional de scanners et IRM, comme on le sait tous aussi, en vertu du fait qu'il y avait un certain retard à rattraper et qu'il y avait une densité d'équipement sur ces deux types de machines qu'il fallait améliorer. Et en fait, ce rendez-vous-là, dont les conséquences commencent à produire leur effet, donc il a été préparé, alors c'est important de le préciser aussi, avec l'ensemble des acteurs, les radiologues, les cliniciens, les représentants d'usagers de Manip Radio, et ça a donné lieu d'abord à deux choses. D'abord accélérer le renforcement du parc régional de scanners. Sur la première moitié du schéma, on était, je crois, autour de 24 machines qui ont été autorisées. L'objectif, c'est d'arriver à un potentiel de 42, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus. Et le deuxième aspect, c'est sur l'aspect maillage, c'est-à-dire parmi ces machines-là, un plus grand nombre d'implantations. Alors pourquoi ? Parce que l'idée est de doubler l'objectif de renforcement du parc par un autre objectif qui est celui de l'accessibilité, qui fait écho aux préoccupations de proximité des soins qui ont été exprimés à de nombreuses reprises. Alors pourquoi accessibilité par proximité ? Parce qu'on essaie de travailler sur deux plans, c'est-à-dire un plan d'accessibilité géographique, c'est-à-dire la proximité kilométrique en termes de temps passé sur la route pour accéder à l'offre, mais aussi en termes de délai de rendez-vous, donc une accessibilité plutôt temporelle. Le fait d'accélérer le renforcement du parc, ça répond plutôt à l'idée de diminuer les délais de rendez-vous, tandis que le fait de proposer de nouvelles implantations répond plutôt à ce second, c'est-à-dire renforcer la proximité. Alors, l'autre élément aussi, qui dit nouvelles implantations donc dans des territoires qui n'en sont pas dotés, c'est justement aussi de proposer un appui au maintien de ressources médicales et paramédicales de proximité. Quand on a fait le travail avec les différents acteurs, ce qui est ressorti de manière très claire, ça a été un petit peu évoqué, c'est la question des conditions d'exercice qui sont souhaitées aujourd'hui par les professionnels, qui sont très différentes de celles qu'elles pouvaient être il y a 20-30 ans, et qui font qu'aujourd'hui, ce qui est recherché, ce sont des exercices groupés, c'est se sentir exercer au sein d'un ensemble de professionnels, et c'est aussi identifier le fait que disposer d'un accès plus direct à l'EML, pas seulement par convention avec des vacations d'1 à 2 fois par semaine sur un appareil qui peut être distant de plusieurs dizaines de kilomètres, c'est mieux en tout cas d'avoir un appareil sur place, et c'est un levier assez fort pour inciter notamment des jeunes radiologues ou des jeunes professionnels en général pour s'installer dans des cabinets de radiologie indépendants qui, pour certains, ont fermé depuis la publication du schéma. Donc, il y a vraiment cet objectif-là de pouvoir apporter une réponse en termes d'autorisation de nouveaux équipements sur cet enjeu d'accessibilité géographique et temporelle. Mais on sait aussi que ce levier de l'autorisation, il arrive un petit peu, je dirais, au terme de ce qu'il peut donner, dans la mesure où on voit bien qu'aujourd'hui, on est plus passé sur des problématiques qui sont organisationnelles. Ça fait partie des choses qui ont été de nombreuses fois évoquées. Et donc, c'est là où intervient l'objectif d'encourager de nouvelles modalités de coopération. On a notamment parlé des PIM, donc l'idée de mutualiser pas seulement du temps machine, mais des plateaux techniques et des plateaux humains. Alors, ce que j'ai entendu, c'est peut-être le deuxième mot effectivement qui m'a interpellé, donc après proximité, c'est celui de complexité. Alors, pour être clair, effectivement, ce n'est pas un processus qui est facile, c'est un processus qui est exigeant, celui de PIM, vu qu'en gros, on peut dire qu'il y a 6 étapes. D'abord, la première, c'est important de le rappeler, c'est basé sur du volontariat. Donc, c'est définir quels sont les professionnels qui souhaitent travailler ensemble sur un territoire donné. Ça prend un petit peu de temps parce qu'évidemment, il faut connaître les contours, le périmètre, ce que ça peut susciter comme avantage, mais aussi comme contrainte. Donc, déjà, il y a cette phase-là. Après, il y a la phase de constitution du projet médical, qui est aussi
en prend pas mal. Et après, on est sur une étape un peu plus administrative, c'est ce qui a été souvent évoqué, c'est-à-dire le GCS, à travers deux documents, en l'occurrence la convention constitutive et son règlement intérieur. Et après, il y a le dépôt du dossier dans le cadre d'un AAP, un appel à projet, et ensuite une phase par l'AXOS, c'est-à-dire qui rend un avis, l'entité régionale qui ensuite permet d'orienter la décision du directeur général de l'ARS pour la prise de décision. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que les 4 premières étapes peuvent être relativement menées en parallèle. C'est-à-dire qu'une fois que le groupe de professionnels a été stabilisé et que le projet médical, les grandes lignes sont fixées, on peut en parallèle commencer à travailler sur les sujets de rédactionnel. Alors, c'est facilité par le fait que les PIM nécessitent le fait qu'au moins un établissement de santé y participe. Et la plupart du temps, il y a quand même une expérience dans ces établissements de constitution d'autres GCS dans les années précédentes. Donc, malgré tout, les acteurs ne partent pas de rien. Ça, c'est le côté, je dirais, offreur. Et côté ARS, ce qui est mis en place, c'est un dispositif d'accompagnement qui est particulier au niveau des référents thématiques, au niveau du siège, au niveau des délégations départementales, qui sont les premières interfaces des acteurs, et aussi au niveau du siège avec des référents spécifiques sur les sujets de coopération. Donc, tous les projets de PIM qui ont pu être mis en place dans la région, ils se sont appuyés sur ce trépied. Et moyennant ça, on est arrivé à peu près à faire tenir dans un délai de 6 à 8 mois, je dirais, toute la phase qui part de la création des acteurs à la phase de dépôt de dossier dans un appel à projet. On peut noter aussi que la fenêtre d'appel à projet est un petit peu renversée, c'est-à-dire que normalement, en AP, il y a un point de départ qui est donné, et ensuite les acteurs s'organisent, parfois un peu rapidement parce que les délais peuvent être courts, pour produire quelque chose. Et ensuite, il peut y avoir un travail d'ajustement entre les promoteurs et celui qui a lancé l'appel à projet. Là, l'idée est de faire un petit peu le contraire, c'est-à-dire que pendant les 6 à 8 mois d'élaboration, l'accompagnement que propose l'agence fait que quand le dossier est déposé en appel à projet, ensuite, il y a assez peu de choses à retoucher et l'instruction va très vite. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect-là. Alors, effectivement, on reste sur un dispositif qui est exigeant, mais ceci dit, ça me paraît important d'attirer l'attention sur le fait que ça peut avoir quand même des bénéfices attendus qui peuvent être importants. Alors, c'est aussi le témoin de la souplesse du dispositif. Alors, il y a des bénéfices qui ont déjà été cités, hein, le maintien d'une présence physique de radiologues dans des services d'établissement de proximité, ça c'était plutôt le cas toulousain et Tarn-Ouest. Ça peut être aussi l'étalement de la charge de la permanence des soins sur un plus grand nombre de confrères, ça c'est plutôt l'Aveyron. Et dans les 3 projets de PIM qui actuellement sont suivis, on trouve aussi la mutualisation de surspécialisation sur cardiaque ou neuro, qui peuvent être rares en territoire rural et bien utiles pareil en contexte PDS. Ou ça peut être aussi encore l'homogénéisation et l'actualisation de conventions qui peuvent dater de plusieurs années entre des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui voient que ça fonctionne bien et qui se disent si on allait un petit peu plus loin dans l'intégration, tout en toilettant des aspects contractuels qui peuvent dater un peu, et en introduisant aussi quand même ce qui est la grosse nouveauté du PIM, c'est-à-dire la possibilité d'apporter des conditions dérogatoires aux rémunérations des professionnels. Voilà. Ensuite, alors ce par quoi je peux compléter, c'est peut-être aussi les perspectives, c'est-à-dire qu'en matière de structuration de l'offre de soins radiologiques, il y a peut-être 2 pistes que je verrai. La première, c'est les hôpitaux de proximité. Donc, je crois que c'est l'ordonnance d'il y a à peu près un an, en mai 2021, qui avait précisé qu'est-ce qui pouvait être attendu de ces établissements. Ce qu'on peut retenir rapidement, c'est qu'il y a la proposition qu'en son sein, il puisse y avoir des consultations de plusieurs spécialités et qu'en son sein ou par voie de convention, il puisse y avoir l'accès à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie, etc. Et cette notion-là peut aussi être intéressante parce qu'on s'aperçoit, l'exemple décrit par Nicolas Sens est tout à fait clair là-dessus. On voit que sur des établissements qui peuvent être en milieu parfois très rural, il peut y avoir des carences ou en tout cas des grandes difficultés en matière de ressources humaines médicales et paramédicales à ce sujet, mais il peut y avoir un cabinet de radiologie de ville qui est situé dans la même ville ou qui est situé pas très loin dans le bassin de vie et pour lequel il pourrait y avoir des opportunités de réflexion pour que sur ce bassin de vie, les acteurs privés et publics se rapprochent
vu que de manière générale, ce qu'on constate, c'est que dans les départements qui sont plutôt ruraux, il y a cette tendance-là. C'est-à-dire que naturellement, les acteurs publics et privés se rapprochent parce que l'écosystème dans lequel ils évoluent font qu'ils ont tout intérêt à travailler ensemble. Et la plupart du temps, voilà, ça se passe de manière tout à fait fluide et en bonne collaboration. Voilà, ça, c'est le premier axe sur les hôpitaux de proximité. Il y en a, je crois, 26 dans la région, notamment dans l'Hérault, dans le Gers, il me semble. Donc voilà, il y a peut-être des ferments ici qui sont plantés, qui donneront peut-être des choses dans quelques mois, sinon années. Et l'autre élément aussi, qui est un sujet qui monte en puissance de manière assez rapide, et on se doute pourquoi, compte tenu de l'actualité qu'on connaît tous aussi, c'est celui des centres de soins non programmés. Ce que je peux dire, c'est que l'ARS prépare en ce moment un cahier des charges régional, donc qui va porter sur l'organisation et le fonctionnement de ces structures, avec l'idée de les labelliser, donc pour donner accès à un statut réglementaire au sein d'un parcours de soins urgents. Et parmi les critères, il y aurait le lien avec une CPTS, dont la convention définit des modalités d'accès aux soins pour les usagers de son périmètre. Et on retrouve aussi l'idée d'accès à des plateaux techniques d'imagerie. Et là encore, on a des liens qui peuvent se faire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans la région, c'est un peu plus d'un acte de scanner sur 5 qui est réalisé par orientation d'un service d'urgence, donc dans un contexte plutôt d'urgence ou en tout cas de soins non programmés. Donc on voit qu'il peut y avoir un lien à ce niveau. Et on sait aussi, mais ça c'est ce qu'on a déjà évoqué, que voilà, cette démarche favorise la pérennité de cabinets de radiologie indépendants qui la plupart du temps ne sont pas détenteurs d'autorisation. Et là aussi, ça peut être une opportunité à la fois pour créer les conditions d'un pôle médical plus global, mais aussi de faciliter la pérennité d'implantation de cabinets libéraux pour lesquels leurs associés radiologues pouvaient voir l'avenir de manière assez pessimiste. Voilà, donc c'est à peu près les deux pistes que j'aurais à identifier là depuis ces quelques mois. Et après, peut-être juste rappeler qu'au niveau des ressources méthodos, pour ceux qui souhaiteraient se lancer sur ce type de projet, l'ANAP a tout un répertoire de ressources méthodos sur la mise en place d'un cadre pérenne de coopération entre acteurs de la radiologie avec des fiches, des outils, etc. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Ces réflexions que vous faites, vous citez beaucoup l'ARS Occitanie, normal, c'est votre employeur, mais est-ce que c'est une réflexion qui est globale au sein de toutes les ARS ou est-ce que chaque ARS a une politique qui est relativement autonome? Alors, il y a des fils conducteurs. On a un lien avec effectivement d'autres agences. La notion d'accessibilité de l'offre, je pense qu'elle est tout à fait partagée. On sait que selon aussi les velléités des acteurs, selon, je dirais même avant ça, la géographie du territoire, la région Occitanie, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 40% du territoire qui est situé en zone montagne. Donc on a quand même des contrastes très forts et qui, de fait, appellent ces questions sans doute davantage que dans d'autres régions qui sont plus homogènes sur ce plan-là. On sait aussi que par rapport au PIM, on est plutôt une région qui est en avance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a donc 2 projets aujourd'hui qui sont concrétisés et qui tournent. C'est donc celui du 31 et Tarn Ouest et celui de l'Aveyron. Il y en a 3 autres qui sont initiés. Globalement, voilà, je pense qu'il y a un tronc commun et ce qui va aussi sans doute amener à des réflexions transversales entre ARS, évidemment, c'est tout ce qui nous attend, c'est-à-dire la réforme des autorisations avec encore des choses qui sont, je dirais, non définitives, hein, puisqu'aujourd'hui les textes ne sont pas encore parus, avec, je dirais, aussi leur exégèse, c'est-à-dire à partir de ces textes, est-ce qu'on est sûr qu'on les interprète tous de la bonne manière, et notamment le sujet activité de soins versus autorisation d'équipement. Et ça sera aussi donc cette évolution de la réforme des autorisations, cette évolution du droit des autorisations menée en parallèle, comme vous le savez aussi sans doute, de la préparation des nouveaux PRS et donc des nouveaux schémas régionaux, où là on aura l'occasion de revenir vers les acteurs dans un délai assez restreint, justement pour repartager les constats. Comme on l'a fait il y a un peu plus d'1 an et demi à l'occasion de l'avenant et qui avait permis de réoxygéner plusieurs sujets et de toiletter des objectifs.
avec, voilà, je dirais en point phare le sujet des ressources humaines, dont on a bien perçu qu'aujourd'hui, c'était à la fois les radiologues, mais aussi les manip radio. Pareil, ça, c'est un sujet qui émerge depuis à peu près un an, vraiment, de manière prégnante. Et surtout aussi le sujet des systèmes d'information, avec l'idée toujours poursuivie de pouvoir disposer d'une plateforme de partage d'images et d'échanges dans le cadre du Ségur de la santé. C'était un projet structurant dans le schéma régional actuel qui a connu quelques difficultés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va suivre, puisqu'on est convaincu que c'est aussi un outil qui va servir aux professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Donc, voilà, on est à l'aube d'échanges assez approfondis avec tous les acteurs, avec différentes boussoles déjà qu'on a identifiées. On a parlé, voilà, de la proximité, d'un vœu de simplification, des aspects de ressources humaines, des aspects, comme l'a évoqué le docteur Lagarde, de velléité d'acteurs qui ne sont pas forcément issus du champ de la santé. Donc, c'est tous ces éléments-là qui, dans les différentes agences et avec les différents groupes de travail qui vont pouvoir être mis en place là, dans les semaines et les mois qui viennent, vont pouvoir être discutés pour arriver à des solutions qui seront constructives et qui conviendront à tous. Merci beaucoup. Je regardais ma montre là et je vois qu'on a été disserte. Est-ce que je pourrais faire 2 commentaires? Vas-y, bref, Philippe. Oui, mais un que tu as déjà initié, c'est qu'il n'y a pas 2 ARS les mêmes. Donc, il faut déjà s'entendre entre radiologue public et privé. Il faut déjà convaincre son directeur. Donc, il y a quand même 135 GHT, donc il y a 135 directeurs d'hôpital pivot. Et après, il faut convaincre son ARS. C'est vrai que factuellement, il y a les papiers, comme M. Brick l'a bien dit, mais après, il y a toute la volonté, et ça, c'est pas du tout pareil. Donc ça, c'est très important, donc que tout le monde soit loti au même langage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes ressentis dans toutes les ARS, ça c'est très important. Et deuxième chose, c'est l'outil informatique. Là, c'est assez facile qu'on a un GIE parce qu'on ne partage pas les outils informatiques. Quand on fait un film public-public, on ne partage pas les outils informatiques parce que très souvent, nous, dans notre GHT, on a les mêmes outils partout. Mais quand on fait du vrai public-privé, là, c'est compliqué. Et si on veut mettre en commun des données communes parce qu'on est parti dans un projet médical et ce n'est pas du partage de machines, donc on a besoin des images, chacun et de l'autre, parce qu'on ne choisit pas nos patients. On fait tous les patients qui sont là, qui arrivent, et donc on a besoin d'antériorité, etc., etc. Et ça, c'était quelque chose de très important qu'a dit M. Emery et qu'on n'avait pas bon. Voilà, je ne voulais pas aller plus loin. Non, mais remarque pertinente, bien évidemment, et si d'autres ont des remarques courtes à faire, il ne faut surtout pas s'en priver. Je crois que c'est primordial ce qui vient d'être dit, effectivement. Hein. Moi, je suis content de voir qu'il y a une synergie intellectuelle chez vous et que tout ce qui est en train d'être fait, c'est du bon sens. Hein. On revient à des qualités humaines et ça permet d'avancer. Et maintenant, il faut y associer la technique parce que pour nous, les données de santé, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui nous appartient à chacun, mais il est évident. Et normalement, je me suis occupé du MP, moi, depuis 2004. Hein. Je suis désolé qu'on n'ait pas encore bien avancé. Bon, maintenant, sous l'égide de la CNAM, j'espère qu'on ira un peu plus vite et que mon espace santé, toutes les structures vont se mettre en place. Mais il est primordial que toutes les données de santé des personnes, avec la restriction qu'on peut mettre au niveau des patients, soient accessibles à tous les professionnels qui vont pouvoir intervenir. C'est notre conception de la médecine humaine et du partage de tout dans l'intérêt des patients avant tout et aussi de la collectivité. Parce qu'on le voit bien dans les expériences d'intelligence artificielle, c'est la masse d'informations qui est donnée qui peut arriver à des résultats. Encore que, on a vu une émission récemment qui montrait qu'avec des personnes qui détectent des visages, la machine, elle était dans les clous. Donc, il faut quand même aussi se méfier. Mais la structuration numérique, nous ne pouvons pas concevoir que chacun continue à être dans son pôle avec ses particularités. L'informatique, c'est des programmes,
tout ça, ça peut se régler. Il y a des plans depuis très longtemps. Maintenant, on a des obligations qui sont depuis le nouveau PLFS. Donc, il faut que ça vienne. On en a besoin et nous sommes tout à fait d'accord pour aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. On voit qu'on a encore beaucoup de choses à dire et qu'on a encore sujet et matière à quelques webinaires. Je pense que Jean-Paul Bérégy va être rassuré pour le futur de RANIM. On va conclure, je vais dire quelques mots et puis je vais laisser Pascal Cellier conclure. Moi, j'étais assez touché d'entendre en fait parler de proximité, de contact, de patient, de ce pourquoi finalement on a fait médecine. Et de pas trop entendre parler de téléradiologie quand on a parlé de structuration des soins, parce qu'en fait, la téléradiologie, c'est un peu, ça peut être une aide, ça peut être un complément, mais ça peut pas être un échec. Ça peut pas être l'échec de je ne peux pas aller sur place, et donc c'est pas un souci, je vais le faire en téléradiologie. Je pense que ça peut pas être vécu comme ça. Donc moi, j'ai entendu de la bonne volonté, de l'envie de chacun de faire. Je reste un peu comme Philippe Carte, suspicieux vis-à-vis des possibilités qui nous seront données et des difficultés qu'on va rencontrer. Je pense que Philippe a bien fait de souligner qu'il n'y avait pas deux ARS identiques, comme il n'y a pas deux directeurs de GHT identiques. Et que quelquefois, on a l'impression que les bonnes idées qui sont juste sur les RS d'à côté ont énormément de mal à franchir la frontière. Et je trouve ça assez triste. Quoi qu'il en soit, moi, je vous remercie tous. Et puis, je laisse le dernier mot à Pascal Cellier. Merci beaucoup. Je trouve que cet échange a été extrêmement constructif. Ça laisse plein d'espoir. Ça laisse aussi beaucoup de questions. Et tu as eu raison de souligner tout à l'heure que on avait de quoi faire plein de webinaires sur les périodes à venir. D'autant plus que, et pour revenir sur ce qui a été dit initialement par le représentant des patients, par René, qu'il ne faut jamais oublier que souvent l'imagerie est une des portes principales d'entrée d'un patient dans son parcours de soins et qu'il faut absolument laisser du temps aux radiologues de converser et de dédramatiser quand c'est nécessaire des situations. Et on a parlé beaucoup technique, beaucoup, comment dirais-je, financement, beaucoup, etc. Mais je suis d'accord sur l'intelligence artificielle, mais la bienveillance naturelle, c'est très très bien aussi et il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup, je crois que c'est le meilleur mot de la fin qu'on puisse imaginer.